Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Vous voyez que je l'intitule Burgenland, les origines familiales de Liszt. Alors pour ceux qui ne sauraient pas où se trouve le Burgenland, voici une carte d'Autriche. Alors vous voyez qu'il y a différentes provinces, différentes régions. Le Tyrol, Innsbruck est la capitale du Tyrol. Il y a la Basse-Autriche, Niedersee-Bas, Obersee-Haut. Linz, c'est la capitale de la Haute-Autriche. C'est Sankt Pölten et Vienne, qui semblent être les capitales de cette région-là. Vienne, capitale de l'Autriche, forcément. Eisenstadt, qui est capitale du Burgenland. C'est toujours à Eisenstadt que je vais. Je peux vous conseiller certains hôtels. C'est difficile de trouver des hôtels à Eisenstadt, il n'y en a pas beaucoup. Celui auquel je vais n'est pas trop cher. Il est en dehors de la ville, mais pas si en dehors que ça. On n'est pas vraiment dans le centre. C'est intéressant parce que Eisenstadt est proche de beaucoup de choses. On est proche de la Hongrie, on est proche de la Slovaquie et Bratislava. Bratislava n'apparaît pas ici sur la carte, mais il y a moyen d'y aller. C'est quand même une grande ville, capitale de la Slovaquie. C'est une région historique, très belle région. Je ne suis jamais allé à Vienne, donc je confesse. Euh, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de musées à Vienne, mais on peut trouver assez bien d'informations sur Internet. Il y a des DVD également qui ont été faits. Pourquoi j'aime le Burgenland? Parce que c'est simplement la région de Haydn et de Liszt. Alors Haydn, lui, il n'est pas né à Eisenstadt. Liszt est né à Riding, qui est un peu en dessous d'Eisenstadt, vous verrez tout à l'heure sur la carte. Haydn, lui, ben, il est né à Roro, mais je ne vais pas aborder Haydn aujourd'hui, je vais me concentrer sur Liszt essentiellement. Alors voici cette région en rouge, vous voyez qu'il y a un lac, le Niedersee, je le prononce mal mais c'est pas très grave. C'est un lac dans lequel le père de Liszt, Adam Liszt, serait tombé par la malchance, par l'incompétence, on va dire, d'un prince Esterhazy. Et Alan Walker s'est expliqué là-dessus. Et Adam Liszt aurait envoyé la facture de son costume tout mouillé au prince Esterhazy en question. Donc voilà, petite anecdote à propos de ce lac. Alors voici ce lac ici, Neusiedlersee. Les Allemands le prononcent bien parce que je demande toujours si c'est intéressant à voir, effectivement. Alors l'hôtel dans lequel je le vais, ils ne sont pas très sympathiques. Je n'oserais pas leur poser des questions en allemand. Ils sont même très désagréables. Bon, beaucoup de gens sont fort désagréables. Mais heureusement, quand vous vous promenez dans Eisenstadt, vous allez au musée, vous rencontrez des gens, vous pouvez parler avec eux. Ils sont très sympathiques. Même des Allemands qui ne parlent qu'allemand. J'ai un petit niveau, on va dire, en allemand. Je me débrouille sinon en anglais. Ils vous donneront toutes les informations que vous voulez. C'est une belle région, les gens sont sympathiques. Je m'exprimerai dans une autre vidéo sur l'hôtel parce que je cherche d'autres hôtels dans la région et notamment à Kitzé. Vous voyez Kitzé ici. C'est la ville, comme je l'ai noté, la ville natale de Joseph Joachim. On peut trouver sa maison. Elle n'apparaîtra pas à l'écran dans cette vidéo, mais je ferai d'autres vidéos sur le Burgenland. Alors, Kitzé n'est pas très loin, j'y suis allé, je suis passé par là. Il y a un très beau château, le château de Rimsky. Ça fait penser à Rimsky-Korsakov, mais non, c'est Rimsky-Vejoski, je pense. Voilà, j'aimerais bien y retourner de toute façon parce que je n'ai pas vu tout ce que je voulais. Vous voyez le Danube. Le Danube, je pourrais le mettre dans une autre vidéo, je n'y ai pas pensé, c'est vrai, qui délimitait en fait vraiment l'Empire romain. Et Krems, d'où est originaire la mère de Liszt, Anna Lager, Krems est presque sur le Danube. Vienne est dessus. Bratislava est dessus, je suis passé sur le Danube dans le pont de Bratislava, et plus loin, ça n'apparaît pas sur la carte, mais c'est évidemment Budapest, capitale de la Hongrie. Et donc le Danube délimitait une grande partie de l'Empire romain, c'est un grand fleuve, même quand vous prenez l'autoroute en Allemagne, la A3, pour remonter vers Francfort, donc du sud de l'Allemagne, la Bavière vers Francfort, vous passez 3 fois sur le Danube, tellement que ce fleuve fait des méandres, et ce sont des grands ponts, c'est assez impressionnant. Donc voilà, pour vous situer géographiquement. Alors vous voyez Esterházy, on parle des Esterházy, c'est la ville des Esterházy qui est en Hongrie, où ils ont un château. Je suis entré dans le château d'Eisenstadt, c'est à voir, c'est là que vous avez la salle Haydn. C'est assez cher pour ce que c'est. Si vous allez à Eisenstadt et que vous n'avez un budget limité, que vous hésitez à rentrer dans le château, je vous conseillerais de ne pas payer l'entrée parce que 12 € c'est trop cher pour ce que c'est, sans compter leur magasin à côté où vous trouvez beaucoup de choses. Alors, maintenant, Idolstadt, vous voyez, là il y a un petit rond, c'est la ville natale du père Franz Liszt, Adam Liszt. Et donc Krems et Idolstadt ne sont pas si éloignés, il n'y a pas d'échelle, c'est dommage, on ne saurait pas dire le nombre de kilomètres à vol d'oiseau.
Mais voilà, toujours est-il que les parents de Liszt se sont rencontrés et ils ont fait Franz Liszt, enfant unique. Et donc dans cette vidéo, je souhaiterais, c'est un sujet difficile, aborder un petit peu les origines familiales et l'enfance de Franz Liszt. Alors voici le livre d'Alan Walker, ma Bible, que j'utilise à peu près très régulièrement, pas tous les jours parce qu'il y a d'autres centres d'intérêt heureusement dans ma vie que Liszt, mais j'y reviens assez régulièrement parce que c'est le plus complet. Nous c'est seulement le premier tome, vous voyez la petite astérix, une seule. Dans le deuxième tome, il y a 2 astérix. Alors vous voyez cette église, nous sommes à Riding, c'est l'église de Riding, village natal de Liszt, vous voyez l'orgue. Tout à l'heure vous verrez une photo d'un livre d'images, j'ai plusieurs livres d'images consacrés à Franz Liszt, il m'en manque encore certains, que j'essaye de trouver depuis plusieurs mois, celui de Robert Bory. Je le trouverai peut-être un jour, mais c'est difficile, celui de Robert Bory, pas facile à trouver sur internet. Donc j'ai comparé en fait 2 églises, Riding et Unter. Je vais mettre la dia juste avant. Voilà, Riding ici et Unterfrohenheit juste à côté. Vous voyez ce point-là et ce point-là. Alors combien d'écart il y a entre les deux? C'est, je dirais 2 km. En voiture, ça prend 2 minutes pour aller d'un village à l'autre. Vous pouvez même voir le clocher quand vous êtes à Riding et que vous sortez du village. Vous voyez déjà le clocher de Unterfrohenheit. Alors pourquoi je zoome ici? Parce que ce sont 2 images similaires et j'ai été bien inspiré. Vous voyez la croix, Liszt, compositeur religieux. Écoutez ses harmonies poétiques et religieuses. Écoutez Christus, écoutez la musique d'église. Il y a beaucoup de références religieuses même dans les années de pèlerinage. La 3e année est une année religieuse, alors que la première année était plutôt un pèlerinage littéraire et poétique. La 2e année est un pèlerinage pictural, artistique, et la 3e année est un pèlerinage religieux. Il y a la Via Crucis, donc la 3e année c'est de 1877, la Via Crucis c'est de 1878, un an plus tard. Christus, ça c'est composé dans les années 1860, son grand oratorio. Nicolas Duftel a fait une conférence où il passe des extraits de Christus qui sont très impressionnants. Voilà. Alors ici, on pourrait croire que c'est presque la même photo. C'est une autre église qui ressemble dans ses proportions, dans cet orgue-là au bout. Si je mets juste avant, l'orgue, on pourrait presque le confondre, cet orgue en 3 parties. Vous voyez également qu'il y a une station, le chemin de croix, les 14 stations du chemin de croix sont représentées. Elles se trouvent dans les 2 églises, ici. Voilà. Cette église de Unterfrohenheit est peut-être un petit peu plus petite, je ne connais pas les dimensions. Bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Vous voyez qu'il y a ici à nouveau Mont Liszt. Il n'y a pas de croix, le Christ en croix est ici. Et c'est une manière pour moi de lui rendre hommage. Je suis entré dans cette église, j'ai été ému. Alors j'ai pris un cierge, voilà, c'est pas trop grave, il y en avait beaucoup. Et vous verrez tout à l'heure un cierge où Unterfrohenheit est mis en représentation. Alors cette église, c'est dans celle-ci que Liszt a été baptisé. Donc Liszt est né à Riding, le village voisin, mais il n'y avait pas de curé à l'époque à Riding. Et donc c'est ici qu'il a été baptisé, c'est ici que ses parents se sont mariés. Alors mon rêve serait d'assister à une messe. Est-ce que c'est le samedi soir, est-ce que c'est le dimanche matin, je ne sais pas. Dans une de ces 2 paroisses, et peut-être celle-ci, de préférence, puisque c'est là que Liszt a été baptisé, puisque c'est là que ses parents se sont mariés, pour voir un petit peu l'ambiance qui règne, les chrétiens autrichiens là-bas. C'est une ambiance petit village, hein. Riding, c'est 800 habitants, Unterfrohenheit, c'est un peu moins, je ne connais pas le chiffre exact. Alors du temps de Liszt et actuellement, est-ce que ça a beaucoup bougé? Sans doute moins que les grandes villes. Dans les grandes villes, si on prend Weimar, du temps de Liszt, il y avait 12 000 habitants. Actuellement, il y en a 60 000, donc c'est x5. On sait ces chiffres, on les connaît. On sait que les villes se sont multipliées à une proportion assez effrayante. Regardez la population de Munich, plus d'1 million d'habitants, de Milan également, plus d'1 million, Milan 2e plus grande ville d'Italie, Paris, Londres, voilà, ça s'est multiplié beaucoup plus vite que les petits villages. Les petits villages, grosso modo, on garde le même nombre d'habitants. Alors mon rêve serait d'aller assister à une messe et même de pouvoir vivre là-bas. Quand je suis allé à Edenstall, trouver la maison du père Adam Liszt, j'ai croisé des habitants et je leur ai dit en allemand qu'ils avaient beaucoup de chance de vivre là-bas. Ils n'en sont même pas conscients parce que pour moi c'est un coin de paradis. Alors ce sont des gens assez simples,
Ce ne sont pas des grands intellectuels, professeurs d'université, ce ne sont pas des grands politiciens, ce sont les gens de la terre qui vivent de leur tranquillité et qui ne demandent rien aux autres et qui ont besoin de garder leur calme. Toutefois, ils sont accueillants envers les touristes, ils ne m'ont pas regardé de travers, ils ont même été assez gentils. Voilà. Donc ces deux paroisses, vous voyez, l'orgue qui ressemble. Et pourquoi je parle des orgues? Parce qu'on sait que Franz Liszt a joué dessus assez jeune. Il allait là-bas improviser, il avait déjà une oreille, il avait déjà des capacités d'improvisation assez impressionnantes. Alors voici, je reviens à la première paroisse, Riding, et on voit clairement que Riding est quand même plus grande. Alors voici ce livre d'images que je vous avais promis, c'est en noir et blanc. On reconnaît Riding, mais regardez l'orgue, c'est un peu différent quand même. Et alors vous avez le plafond, je n'ai pas photographié le plafond, si je retourne dans l'église, je penserai à le faire. Alors, l'orgue dans la kirche de Riding de Borjan, c'est la même chose. Alors ici, ma mère m'avait aidé à traduire, donc tif profond. On va pas faire de la traduction allemande aujourd'hui, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo où je ferai de la traduction allemande pour savoir un petit peu. Je m'en sens pas capable, il est fin de journée, j'ai joué mes 2 messes, voilà. Et je n'ai pas le niveau assez suffisant en allemand. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment un tout petit niveau qui me permet de dire Sprechen Sie langsamer quand je suis dépassé par ce que me disent les Autrichiens. Alors ici, c'est dans cette église, ça je sais quand même vous traduire, a été baptisé Franz Liszt le 23 octobre, donc il est né le 22. Il a été baptisé le lendemain, le 23. Il est né le 22 dans le village voisin. Vous voyez ici qu'il y avait un WC qui ne se trouvait certainement pas là du temps de Franz Liszt. 9. Numéro 9, Pfarr, je ne sais pas ce que ça veut dire, la place de Pfarr, je me renseignerai. Alors ici, il y a la date de 1936, die Burgenlandische. Oui, voilà. Je ferai d'autres vidéos où ça sera plus perfectionné. Donc ici, c'est un gros plan, vous voyez mon ombre. Avec la tablette, vous voyez également une maison derrière. J'ai fait les photos du village, c'est assez bien. Vous voyez ici ce clocher de l'église. On se croirait même, c'est des paysages qui font un peu penser à l'Espagne, à ce film d'Alfred Hitchcock, Sueur froide, où vous avez cette scène dans un clocher d'église. Ben, c'est des paysages qui rappellent un peu ça, sauf qu'ici nous sommes en Autriche. Eisenstadt n'est pas loin, Riding est tout proche. Eisenstadt est plus loin que Riding, il faut quand même une petite demi-heure en voiture. Alors, est-ce que Liszt a connu Eisenstadt assez jeune? Je ne pense pas. Ses premiers concerts ont été à plutôt Eisenstadt, donc c'est vers le nord, par rapport à Riding, et il a donné ses concerts plutôt, lui, vers le nord, le nord-est, donc en Hongrie, à Sopron. Ça a été son premier concert, Udenburg ou Sopron, en 1822. J'aurais pu le mettre à l'écran, faire une dia où les 2 premiers concerts sont bien affichés, et le deuxième concert, ça a été à Bratislava. Alors, ça pourra faire l'objet d'une vidéo, voir les concerts où a joué Franz Liszt. Alors, vous voyez ici, Sonnenterme, bon, voilà, je ne sais pas. Alors, un cimetière. Pourquoi j'ai fait des photos du cimetière? Il y a 2 cimetières. Il y en a un à Unterfrohn-Heide et il y en a un autre à Riding, juste à côté. Et dans ces cimetières, vous trouvez beaucoup de Franz. Alors, est-ce que c'est parce que les gens là-bas s'enorgueillissent d'avoir donné la vie à Franz Liszt, qui est le plus grand génie quand même de la région? Il y en a d'autres, sans doute, mais le plus grand, c'est lui. Celui à qui on s'est tellement intéressé, celui sur lequel on a consacré des dizaines de milliers de livres et que j'aimerais tous réunir. Et donc, voici des photos de ce cimetière. Et vous voyez des Franz, ici. Alors, il est possible aussi qu'ils aient appelé, ce sont grosso modo tous les Franz que j'ai photographiés dans ces cimetières sont nés dans les années 70, 80, 1870 à 1890. Donc à une époque où Francis était très connu et avait déjà fait parler de ses œuvres en Europe. Et donc, il est possible que ce soit une manière de lui rendre hommage, de donner un prénom glorieux à un enfant. Peut-être que cet enfant connaîtra une destinée extraordinaire. Mais il est également possible que François, comme en Belgique, en France, vous trouvez beaucoup de François, dans l'histoire également, que là-bas, en Autriche, Franz soit un prénom très commun. Ici encore, Franziska. Donc voilà quelques photos. Vous voyez mon ombre dans le reflet de la tombe. Franz, encore un Franz, 1901, 1941.
Peut-être un Franz Bauer qui est mort à la guerre, qui sait. 40 ans, c'est un âge assez jeune. Payer, famille Payer, Franz encore, en 1905. Ici, ce Franz-là a vécu plus longtemps, 75 ans. Agnès Ferdinand. Franz encore, 1911-1992. J'ai pas fait toutes les tombes parce qu'il y en avait beaucoup, mais croyez-moi, on trouve beaucoup de Franz. Donc c'est un signe, je suis persuadé que c'est un signe, que ça ne peut pas être l'objet d'un hasard. Repose en paix, ça c'est bien. Beau cimetière, et quand vous allez là-bas, vous êtes dépaysé, vraiment. Vous êtes dépaysé pas seulement par la langue, mais par le paysage, par le calme qu'il y a. Et je parlerai de ce calme, c'est un des aspects de l'œuvre de Liszt, le calme et la contemplation. Il annonce Messiaen d'une certaine manière, parce que aussi bien Liszt que Messiaen ont ces deux aspects, de savoir être très tapageur dans la virtuosité, très démonstratif, exubérant même, et en même temps extrêmement retenu, extrêmement intérieur et contemplatif. Et ces deux aspects peuvent, dans certaines œuvres, s'alterner, se marier, se combiner, comme il peut y avoir des pièces où vous n'avez qu'un seul des deux aspects. Ici encore un Franz, vous voyez, qui est né en 1870, comme je vous disais. Donc plusieurs décennies après la naissance, alors c'est Ferenc en hongrois. Et Ferenc, Liszt, ça veut dire François Farine. Liszt en hongrois veut dire farine apparemment. Alors voici ici un autel latéral dans l'église, sur le côté. On appelle ça la nef, je pense. Et pourquoi j'ignore en fait qui est ce Christ. Est-ce que c'est Saint Joseph avec l'enfant Jésus ou Saint Antoine, je ne sais pas. Mais cette représentation, ce tableau, j'ignore qui est le peintre. Il faudrait que je puisse rencontrer le curé pour poser des questions. Et c'est pour ça qu'aller un week-end là-bas, si j'arrive à prendre congé de mes messes, serait vraiment génial. Parce que ce tableau, voilà ici, on le voit mal parce que je n'ai pas déballé. Je le déballerai un jour, mais vous reconnaissez l'icône, c'est une icône. Et bon, c'est chez moi, ici, dans mon petit studio. Vous avez deux bustes de Liszt, je suis collectionneur. Je n'en ai que deux, mais il y aurait moyen d'en acheter des dizaines si on veut. Aller à Weimar, aller à Bayreuth, Budapest, Reading, Rome, je n'y suis jamais allé, mais toutes ces villes dans lesquelles Liszt a œuvré, vous pouvez trouver des bustes de lui. Et vous avez sa main ici, très grande main, que j'ai achetée au musée à Weimar. Alors voici le bénitier dans lequel il a été baptisé. Ici, c'est le musée de sa maison natale à Reiding. Et donc, ils ont mis le bénitier et vous en trouvez une copie également à Bayreuth. Donc, les 4 musées Liszt, j'aurais pu le mettre à l'écran. N'oubliez pas, c'est Weimar, Reiding, Bayreuth, Budapest. Alors, à Londres, j'aimerais bien trouver à Londres, il doit y avoir des spécialistes. Je pense tout de suite à Leslie Howard, ce pianiste de génie qui a fait l'intégrale. Lui, c'est plutôt l'interprète, mais il doit y avoir plutôt des intellectuels, des musicologues, puisqu'à Londres, il y a une Liszt Society. Et mon rêve serait d'avoir un contact là-bas, un contact qui sait qui regarderait cette vidéo, qui trouverait intéressante, puisque je vais un petit peu partout en Europe où Liszt a laissé sa trace, mais pas à Londres. Alors il y a une raison, c'est tout simplement une raison économique que je ne peux pas tout faire, et aussi qu'ils n'utilisent pas l'euro là-bas, que je ne vois plus très bien les Anglais d'un bon œil depuis qu'ils ont quitté la zone euro. L'Union européenne, c'est bête, mais bon, tout ça c'est un autre débat. Je serais très heureux un jour de pouvoir rencontrer des spécialistes à Londres et surtout de reconstituer une immense bibliothèque. Voilà la copie de ce bénitier ici à Bayreuth. À Bayreuth, ce sont des tentures rouges. On est tout proche ici de la Villa Wanfried. Donc, Taufstein, ça veut dire bénitier, c'est une reproduction. Alors voici, ici on est au musée du Burgenland et ce sont les grands-parents de Liszt. Alors, la dame, je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais lui, je suis sûr, c'est Georges Liszt. Georges qui était le grand-père, le père d'Adam, et donc le père de Franz. Vous voyez dans le miroir, vous voyez Marie Dagou. Vous voyez, ça s'appelle le Salon Bleu, du nom de ce fauteuil bleu. Alors, Georges Adam Liszt, vous voyez ces dates. On n'a pas, c'est très dommage, les villes natales et de décès, ce serait plutôt un village. Et il est né dans un village qui est proche, Georges, assez proche du village natal de Adam, qui est Edenstall. J'ai essayé d'aller dans ce village. Alors, ces deux villages, Edenstall et l'autre dont j'ai oublié le nom, je regarderai sur la carte, sont moins proches que Unterfrohenheide et Reiding. Il y a une plus grande distance. C'est en Hongrie, j'ai pas su y arriver vu que la frontière était fermée. Alors voici Georges Liszt, voici Adam Liszt sur un petit clavier.
Adam Liszt était musicien amateur mais d'un bon niveau. C'est pas pour rien là qu'on le représente avec un clavier. La partition, j'ignore de quoi il s'agit, mais il pourrait très bien s'agir d'un concerto de Hummel, parce qu'on sait que ce monsieur, qui était un employé des Esterházy, un comptable, il a commencé sa carrière comme franciscain, et ça c'est intéressant quand on connaît la vocation religieuse de Liszt. On sait que ce monsieur étudiait les concertos de Hummel et de Ries, qui était de la musique très jouée à son époque, et que c'est une musique qu'il a fait apprendre à son fils Franz, et que Franz a joué encore beaucoup dans ses concerts. Étant jeune, son premier concert à Sopron, il joue un concerto, je pense bien, le concerto en la mineur de Hummel. Si c'est pas un concerto de Hummel, c'est un concerto de Ferdinand Ries. Voilà en tout cas. Alors lui, c'est Georges Liszt, c'était un instituteur. Dans la famille, c'était une tradition d'être instituteur. D'ailleurs, Liszt a connu dans sa vie plusieurs instituteurs, il aurait pu l'être également, puisqu'il aimait les enfants. On a des anecdotes à propos de son éducation, où ils étaient très nombreux en classe, donc à Riding, c'est étonnant, parce que Riding, un petit village, ils étaient tellement nombreux qu'il y avait du chahut et que Liszt n'a pas pu profiter de toute l'éducation optimale qu'il aurait pu être en droit d'attendre, d'obtenir, on va dire. Et donc toute sa vie, quand il est sorti, c'est un terme actuel, mais bon, quand il a fréquenté, on va dire, les grandes intellectuelles, Marie Dagout, Caroline de Sayn-Wittgenstein, quand il les a fréquentées, il était complexé. Et il leur a avoué qu'il avait des faiblesses de son enfance. Des faiblesses en langue étrangère notamment. Alors comme il était très intelligent, il pouvait s'adapter. Il pouvait très bien parler français à Paris. Il a parlé le français très rapidement. Et on voit que Adam Liszt flatte les Parisiens en leur disant que le français est peut-être la première langue de l'Europe, la langue la plus importante. On sait que la langue natale de Liszt c'est l'allemand, mais qu'il a finalement obtenu un meilleur niveau en français qu'en allemand, parce qu'il y aurait des fautes dans sa correspondance, des fautes d'allemand. Je ne suis pas assez spécialiste. Et on sait qu'il passait d'une langue à l'autre dans sa correspondance. Voilà Adam Liszt ici, donc le père de Franz Liszt. Alors les trois femmes de Georges Liszt, si vous faites le total des enfants, vous arrivez à 25. Alors Adam est de la première, je n'ai pas mis les dates. Un biographe pourrait faire des petites enquêtes, trouver des anecdotes intéressantes à dire au sujet de ces trois femmes. Édouard Liszt en question, il y a eu deux Édouard Liszt, il y a eu un oncle et il y a eu un cousin. Et voilà, c'est ici la grande question. Je ne suis pas assez spécialiste de la famille Liszt que pour traiter cette question ici, mais il y a eu un Édouard Liszt qui a été le fils de ce Georges Liszt. Et donc, comme Adam est également un fils, forcément, ça fait un oncle de Franz Liszt. Alors voici chez Alan Walker ce qu'il dit. On peut lire un petit peu ensemble. Mattersdorf, j'ai essayé de trouver, j'y retournerai. Je souhaiterais aller en fait dans tous ces villages, et y compris le village natal, mais il faudra que la frontière soit réouverte, du grand-père de Liszt. Peut-être qu'il y a une plaque. Il y a bien des plaques et je vais vous les montrer dans l'objet de cette vidéo. C'est le point culminant de la vidéo. C'est vous montrer les plaques apposées sur les maisons natales des parents de Liszt. Anna Lager, la maman, et Adam Liszt, le papa. Les paysans, voilà. Alors, Nicolas Duftel, dans une vidéo que j'ai, The Footsteps of Liszt, s'est exprimé sur les origines de Liszt, de savoir est-ce qu'ils étaient pauvres ou pas. Alors, ils n'étaient pas pauvres, non, mais ils n'étaient pas riches non plus. C'était, on va dire, la classe moyenne des paysans qui avaient un certain niveau d'instruction, puisque le papa jouait du piano. La maman était femme de chambre, le papa avait peut-être, un peu comme les parents de Chopin, Nicolas Chopin et sa maman, Justyna Krysnanova, les parents de Liszt, c'est un petit peu la même chose. Voilà, ici Norbert Dunkel dit que Liszt avait honte de ses origines, n'en parlait jamais. Alan Walker démonte ça. Il démonte en citant une autre série de biographes qui prouvent le contraire. Si ça vous intéresse, lisez le livre d'Alan Walker. Ici c'est le grand-père, Ragendorf, voilà. C'est Ragendorf que j'ai cherché dans mon GPS, qui est en Hongrie,
et que je ne suis pas arrivé à trouver. Ça sera pour une prochaine fois, je ne désespère pas. Oui, quand je suis arrivé à la frontière hongroise, les militaires plutôt étaient assez impressionnés que je vienne de Belgique. Ils ont vu ma plaque, ils ont demandé tout de suite carte d'identité, certificat du véhicule, rapport au Covid, et je n'ai pas pu passer. Alors, je suis au premier poste, j'ai été rabroué, j'ai dû refaire chemin, et au deuxième poste, le militaire m'a regardé tout étonné, en souriant, il m'aimait bien, il a vu que j'étais un petit peu gentil et paumé, et je lui ai dit "They didn't accept me", et il m'a répondu ça en me singeant un petit peu, mais gentiment, vers le dire sans blague, quoi, parce qu'ils sont très stricts sur les conditions du Covid. Voilà, 3 enfants, Adam, Barbara et Edward, qui ont hérité. Alors c'est intéressant quand on sait qu'il a épousé lui-même 2 Barbara. Il aimait bien ce prénom, il faut croire, pour le donner à un de ses enfants. C'est le reproche que je pourrais adresser à Alan Walker, même si je suis un grand fan, que je rêverais de le rencontrer un jour, c'est qu'il aère un petit peu sa biographie, qu'il mette des images, et voilà, qu'on progresse encore dans les connaissances. La maison numéro 120, c'est ce que je cherchais à Ragensdorf, mais je la trouverai sans doute un jour. Ici, vous voyez, Barbara Weininger, la deuxième épouse. Il s'est remarié très vite, quelques semaines après le décès. C'était des femmes qui pouvaient mourir suite aux fausses couches qu'elles faisaient. À l'époque, il n'y avait pas l'asepsie. Les conditions d'hygiène et médicales n'étaient pas ce qu'elles étaient aujourd'hui. Les femmes pouvaient mourir vite. Les enfants mouraient en bas âge. Donc, sur les 25 enfants, ça fait penser à Bach, évidemment, qui a eu 20 enfants de 2 femmes différentes, 13 plus 7. Ici, c'est 13 plus 7 plus 5. Sur les 25 enfants que ce Georges a eu, il serait intéressant de savoir combien ont atteint l'âge adulte. Ici, on vous parle d'Édouard List, qui jouait déjà de l'orgue à l'église franciscaine. Vous voyez que les franciscains, j'en reparlerai tout à l'heure quand je parlerai de la Slovaquie, sont bien implantés dans cette région. Wiener Neustadt, si vous allez là-bas, il faut essayer de mémoriser. Voyager est un excellent exercice de la vie pratique, de tout d'abord se débrouiller, mais également un exercice qui permet de faire fonctionner sa mémoire. Vous avez énormément d'affiches routières qui renvoient à Wiener Neustadt. Donc j'aimerais bien y aller, comme Kitzé, exactement Kitzé. C'est une région riche et on aimerait bien pouvoir tout connaître dans cette région. Vous voyez ici, Édouard et Franz devinrent être intimes après 1839. Alors ici, c'est le livre Images sur Liszt. Sébastien Liszt, c'est l'arrière-grand-père. On n'a pas son portrait, mais on a une silhouette. Georges Liszt, ce grand-père. On pourrait mettre Ragensdorf. Où est-il mort? Je ne sais pas. Ça doit être... Je sais pas si c'est... Ah, ici, Pottendorf. Voilà, il est mort le 8 août 1844 à Pottendorf. Donc ça tombe bien, c'est du Orff. Karl Orff n'existait pas encore, mais Ragensdorf, Pottendorf. Voilà. Ici, cette silhouette de l'arrière-grand-père, en fait, de Liszt, ça nous fait une belle jambe, une silhouette de profil comme ça. Mais voilà, l'arrière-grand-père de Liszt n'était sans doute pas quelqu'un d'assez important pour qu'on puisse faire son portrait. On a déjà ça, je ne sais pas qui l'a fait, dans quelles circonstances c'est là. Je me suis fait un ami au musée. Je suis allé 2 fois à Riding et je vais y retourner une 3e fois pour offrir à ce monsieur qui a été très gentil avec moi, avec qui j'ai parlé plutôt en anglais, puisque je suis davantage doué en anglais qu'en allemand. Il a voulu savoir des choses sur la Belgique. Je lui ai un peu parlé de mon pays. Je lui ai parlé de Malou Heijn, qui est la grande spécialiste de Liszt en Belgique, qui ne connaissait pas. C'est étonnant, tout comme Nicolas Duftel, il ne le connaissait pas. À part ça, il connaissait bien la vie de Liszt, puisqu'il m'a parlé des 2 Édouard Liszt, l'oncle et le cousin, qu'il ne fallait pas confondre. C'est étonnant qu'il ne connaisse pas ses spécialistes, et je souhaiterais le retrouver pour qu'il puisse un petit peu m'aider dans mes recherches éventuellement. Je suis persuadé qu'il pourrait, si je lui apporte une clé USB, que je lui montre ne serait-ce que cette vidéo. Sébastien Liszt, vous voyez ici. L'arrière, Urgrootvader, ça veut dire arrière-grand-père, quoi. Il est mort, et donc tout ça, il est mis ici Landsmuseum Burgenland Eisenstadt. Attention, ça veut dire la source dans l'inventaire se trouve là-bas, mais en fait ici c'est une affiche, une photo du musée de Riding, qui n'est donc pour rappel à 30 minutes en voiture de Eisenstadt. Alors j'aime bien cette photo parce que ici on est à Riding, c'est une cour d'une voiture. Vous voyez 2 plaques, un hongrois et un autrichien. Alors que font ces gens? Quelles sont leurs professions? Je ne sais pas.
c'est peut-être des agriculteurs, c'est peut-être des gens, des médecins, des infirmiers, on va dire des gens de la classe moyenne, mais vivre là-bas, à mon avis, relève d'un certain niveau de culture. C'est comme les petits villages que vous avez en Belgique, Biesmeret, où je viens d'aller jouer de l'orgue. J'ai pensé à Biesmeret justement au bonheur que pouvaient avoir ces paroissiens d'être là-bas. Alors voici ici une photo de Riding, le musée Liszt. Voici les parents, Anna Liszt et Adam Liszt. Dobrian, donc c'est Riding, la frontière autrichienne. Alors c'est intéressant parce que Riding, je vais revenir sur cette dia avant. Je disais c'est intéressant parce que Riding en 1811, lors de la naissance de Liszt, se trouvait en Hongrie. C'était l'Hongrie de l'Ouest, l'Hongrie occidentale. La Hongrie est assez grande. Hein. Et maintenant c'est en Autriche parce que les frontières bougent. Et où que vous alliez au Burgenland, vous êtes toujours à cheval. Vous voyez beaucoup de plaques hongroises. Ça parle hongrois un petit peu, mais davantage allemand quand même. Et vous avez également dans les musées, vous avez le magyar, la langue. Possibilité d'acheter le livre en magyar. Et il y a très peu qui est fait, il y a très peu de facilité linguistique, c'est très dommage pour les Français. Si vous parlez français, que vous êtes belge, français ou francophone, on vous parlera toujours en allemand ou en anglais. Voilà. Ils connaissent assez mal le français. J'ai rencontré une Autrichienne qui parlait assez bien français, mais c'est un cas assez rare. C'est dommage. Donc, vous avez ici, à l'époque, on parlait du royaume de Hongrie, mais également de l'Empire d'Autriche. Puis en 1867, ça sera l'Empire austro-hongrois. Donc tout ça est formidable. Voici ses parents, les portraits. Et voici, nous sommes ici à Edelstahl. À nouveau, ce calme. Écoutez l'Angélus du début de la 3e année de pèlerinage. Alors c'est dans un contexte différent, on est d'accord, c'est à Rome. Liszt entendait les cloches de Rome, il était au monastère extérieur à Rome. Il compose l'Angélus, mais ce calme, où vous alliez, est toujours présent dans l'œuvre de Liszt. Si vous allez à Weimar, Weimar n'est pas une ville extrêmement agitée. D'ailleurs, à Eisenstadt, je m'y suis très très bien plu. Mais ce qui manque, c'est un petit peu des cafés avec de l'animation, des jeunes, où on projette un match de foot. Ça manque un petit peu. Ce sont des villes, j'ai envie de dire, je mets des guillemets, de vieux, mais de gens, on va dire, calmes, cultivés, de gens chrétiens. Ce ne sont pas des villes universitaires où vous allez, pour le dire platement, vous bourrer la gueule avec vos potes après une journée de cours à l'UNIF. Non. Il n'y a pas d'université à Eisenstadt, tout comme il n'y en a pas à Weimar. Mais ce sont des villes malgré tout très culturelles. Voilà. Donc il est né ici. Il est mort à Boulogne-sur-Mer en 1827. Alors ici, c'est une statue d'un personnage à Edelstahl. Ah non, c'était plutôt à Malacca, pardon. Donc voilà, vous voyez, je ne suis pas au fait, je confonds. Je pense bien, je ne sais même plus si c'est Malacca ou Edelstahl. Il y a un autre personnage à Edelstahl, et c'est intéressant parce que je demandais au monsieur, et il ne savait plus, il confondait les deux. Évidemment, cette vidéo ne sera pas publiée parce qu'elle est beaucoup trop mauvaise, il y a beaucoup trop d'hésitation. Il faut que je retravaille mon sujet pour faire quelque chose de bien, mais je vais quand même la garder, je ne l'enverrai pas. Voici Malacca. Tout ce qu'il y a à voir, vous voyez. Et vous voyez ici le drapeau slovaque. Pourquoi Malacca? Parce que c'est là où le père de Liszt a été franciscain. Et voici très certainement l'église. À cette église est rattaché sans doute un couvent. J'ai vu des sœurs qui priaient en grande dévotion, donc il doit y avoir, voilà, monastère et cathédrale de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Donc c'est bien un monastère, c'est bien une église. Voici ici l'entrée. Voici ici la plaque slovaque. Ici, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudrait quelqu'un expert en langue qui parle toute cette langue. Donc la Tchécoslovaquie, ça a été scindé. Depuis quand existe la Slovaquie? Ça, c'est une bonne question. La Slovaquie n'existait pas en tant que pays indépendant à l'époque de Liszt. Elle faisait partie de l'Empire d'Autriche. Mais depuis quand ce terme Slovaquie existe-t-il? Excellente question. Il y a des articles Wikipédia qui sont bien faits. Ici, il faudra aller se rapprocher et faire des photos.
Est-ce que le nom d'Adam List peut y figurer? Je n'ai pas eu ce réflexe, c'est dommage. Pour moi, ça doit être l'entrée du couvent ici. Il y a des chambres, ça doit être certainement des religieuses qui sont là. Et on peut supposer qu'Adam List, j'y retournerai, vivait là-bas. Voici ici l'intérieur. Un chemin de croix. Ici, franciscain. Donc, Skodi, est-ce que c'est une école? Kostol, qu'est-ce que ça veut dire? Couvent. Ah voilà la statue en question. Donc c'est bien ici à Malacky en Slovaquie. Vous voyez, ça ressemble. On reste grosso modo, c'est plus le même pays, mais c'est la même région. Il y a un musée. J'ai cherché ce musée, je ne l'ai pas trouvé. Est-ce qu'il vaut la peine? Vous pouvez continuer, Malacky, vous voyez. On n'est pas très loin de Bratislava. Vous descendez, c'est à 35 km, 35-40 km au nord de Bratislava. Bratislava est une plus grosse ville où il y a certainement plus de choses à voir. J'ai été heureux à Bratislava. Je suis entré dans le musée historique de la ville. Je l'ai visité. Je n'ai visité que ça parce que le parking intérieur était payant et sans doute assez cher. J'ai payé trop cher et j'étais pressé de rentrer. Mais il doit certainement y avoir pas mal de choses à faire à Bratislava. Toutefois, entre choisir de passer une semaine à Bratislava, entre Bratislava et Budapest, je choisis tout de suite Budapest, évidemment. Budapest, il doit y avoir encore beaucoup plus. Voici ici le parc où vous voyez le petit jardin, cette église couvent. À nouveau, il y a une ambiance très religieuse. Et voilà, mon diapo est fini, j'arrête ici. Merci de votre attention.